L'encadrement des loyers, donc, qui, sitôt disparu, entraîne, ça fait du bien, en tout cas, ça redonne un peu de morale et d'envie aux investisseurs locatifs, qui sont donc beaucoup plus nombreux à nouveau à Paris. On va en dire un mot, tiens, avec Gaëtan Lefebvre, qui n'était pas venu pour parler de ça, mais on va aussi parler de son sujet dans un instant. Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com et co-auteur du livre Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. Bonjour. Bonjour. Et donc, le retour des investisseurs locatifs à Paris, vous pensez que c'est juste provisoire, là, puisque l'encadrement a été supprimé, mais risque de revenir? Je pense qu'il y a aussi un effet d'aubaine, parce que parallèlement à ça, on peut constater aussi que ce qui concerne les prix immobiliers, finalement, les taux n'ont pas beaucoup bougé, ils restent relativement bas, et donc les investisseurs se ruent un petit peu sur l'aubaine en se disant, voilà, j'ai plus d'encadrement, j'ai la possibilité d'emprunter finalement un peu comme en 2017, ou pas très très loin, comme il n'y a pas forcément de certitude par rapport à une remontée de ces taux ou à une stagnation de ces taux, je pense que tous les investisseurs se disent, bon, c'est maintenant qu'il faut se lancer dans l'aventure. Ouais. Sur les taux, ils profitent d'une fenêtre de tir, bien évidemment, puisque les taux restent bas. Sur l'encadrement, ils risquent d'avoir une douche froide. Là, tous ceux qui pensaient que c'était fini l'encadrement et qu'allez, on va retrouver de la rentabilité, un peu plus de rentabilité à Paris, ils risquent d'avoir le deuxième effet qui se coule. Je pense qu'après, les investisseurs, ils investissent aussi de manière raisonnée. Et puis le fait aussi que ce soit réparti par ville, ça peut aussi être intéressant parce qu'on a vu quand même par le passé qu'il y avait, on va dire, des abus sur certaines agglomérations. Donc ça peut aussi être intéressant d'avoir un marché qui est à peu près raisonné, ou en tout cas, on peut espérer. Il y a débat quand même là-dessus, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, Paris, on avait l'exemple effectivement de l'encadrement que à Paris et pas en banlieue parisienne. Et je me rappelle, à chaque fois je le cite, Daniel Goldberg, rapporteur de la loi Allure, qui avait dit oui, en fait, il aurait fallu que ce soit toute l'agglo parce que chez moi, dans mon département, en Seine-Saint-Denis, on assiste à une explosion des loyers parce que les investisseurs se reportent en petite couronne plutôt qu'à Paris. Donc, il y avait un intérêt quand même à la loi Allure, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'encadrement, il y avait un sens. Il y avait un sens, tout à fait. Et c'est le même phénomène qui s'est passé à Lille d'ailleurs aussi. C'est pour ça que ça a reculé. Alors justement, si vous souhaitez doper votre rendement locatif, encadrement des loyers ou pas, il y a plein de solutions. Il y a bien sûr le meublé avec les avantages fiscaux qui accompagnent le meublé. Il y a aussi la colocation, parce que figurez-vous que la colocation présente un certain nombre d'avantages. C'est pour ça, Gaëtan, vous étiez venu nous parler ce matin. Alors justement, parlons-en de cette colocation. Très honnêtement, je suis investisseur locatif. Vous me dites, mais tu devrais prendre plein de colocataires. Je vais vous dire, bof, l'auberge espagnole dans l'appartement que j'ai acheté, avec des risques de dégâts, je sais pas, de fiesta à n'en plus finir, etc. Ça me fait pas très envie. Ça s'adresse à qui, la colocation? Alors, effectivement, c'est l'image qu'on a l'habitude de voir, la fameuse auberge espagnole. Pour autant, c'est un bon plan. C'est même un très bon plan. La colocation, parce que en fait il y a un marché qui s'est développé sur la colocation, et il y a une demande qui est bien supérieure à l'offre, environ un rapport de 3, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et pour autant, effectivement, même si on se lance comme ça dans la colocation, il y a quelques précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre sur la localisation du bien, évidemment, sur l'aménagement du bien en lui-même, et puis bien sûr sur les bails qui vont régir les relations entre les colocataires et le bailleur. On va évoquer chacun de ces points et vous allez nous expliquer si le rendement qu'on peut attendre d'une colocation est vraiment très supérieur à celui d'une location classique. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Juste sur la localisation, quand on loue à plusieurs personnes, il vaut mieux être proche d'un campus universitaire, on s'adresse à des étudiants? Alors effectivement, là c'est un peu le cliché, mais c'est la voie royale. Si on a la chance de dégoter un bien qui est proche d'un campus qui est dynamique, avec beaucoup d'étudiants, alors on peut opter pour cette voie. On peut chercher les villes qui ont un potentiel, on va dire, d'étudiants important, supérieur à 8%. Donc il y a des sites qui permettent de trouver en fait les villes à fort potentiel. Je crois que la ville de France où la proportion d'étudiants est la plus forte, c'est une ville de Seine-Maritime qui s'appelle Mont-Saint-Aignan. 25% de ses habitants, 25% sont des étudiants. Très, très important. Oui, il y a des villes avec des potentiels vraiment très très élevés. Oui. Mais pour autant, il ne faut pas uniquement se focaliser là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le cliché de dire voilà, je vais acheter forcément proche d'un campus et je retrouve un logement qui finalement est au milieu des champs et ne propose aucune commodité, que ce soit de transport ou que ce soit de vie. Oui. Je vais prendre un exemple. Finalement, il vaut mieux peut-être opter pour un logement qui est dans un centre-ville dynamique, à 10 minutes en transport d'un campus, et qui va intéresser bien entendu les étudiants, mais pas que les étudiants, parce que là aussi derrière on a un petit phénomène sociétal qui est en train de se produire, qui est lié bien sûr aussi au coût. C'est que finalement les étudiants sur la colocation ne représentent que 40% de la population. Les étudiants sont désormais minoritaires parmi les colocataires? Minoritaires. La majorité, ce sont les jeunes actifs, ce sont des salariés qui représentent 45 à 50%
de la population. Diantre. Et c'est intéressant ce que vous dites aussi, parce qu'il y a ça, effectivement, et puis il y a la réversibilité du bien. Je trouve que c'est intéressant, parce que si un jour vous voulez arrêter de faire de la coloc, pour le coup, que ce soit avec des jeunes actifs ou avec des étudiants, c'est toujours intéressant d'être dans un endroit neutre, finalement. Tout à fait. Et c'est aussi un des points, c'est que quand on regarde l'investissement dans un bien de ce type, il faut investir finalement avec une rentabilité qui est déjà présente, même si on n'est pas en colocation. C'est-à-dire investir dans un bien où finalement, même si je le mets en meublé classique, je vais dégager finalement une rentabilité intéressante. La colocation, finalement, ça va être un booster par rapport à cet état de fait au niveau du bien. Bon, c'est vraiment plus rentable la colocation qu'une location classique ou pas ? Alors, je vais vous décevoir parce que je sais que vous aimez bien les chiffres. Je ne vais pas donner un chiffre parce qu'il n'y a pas de standard particulier pour la colocation. Mais oui, c'est quelque chose d'intéressant si on prend les précautions qui s'imposent. On vient de le voir, la localisation du bien, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il faut aussi proposer un certain nombre de chambres. C'est-à-dire que si vous faites une colocation avec peu de chambres, c'est pas forcément très rentable. Mais il ne faut pas tomber dans le travers, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'auberge espagnole avec un nombre de chambres énorme qui fait qu'au final, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal après à gérer les communs. C'est la grosse difficulté. Donc le bon chiffre, je dirais, c'est pouvoir proposer 3 ou 4 chambres. C'est quelque chose qui est intéressant. Et puis finalement, on se retrouve dans une situation un peu comme un investisseur qui va investir dans un immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, il va avoir un immeuble avec plusieurs logements. Là, la colocation, c'est un peu pareil, sauf que c'est un grand appartement ou un pavillon avec plusieurs chambres qui sont mis en location. Est-ce que c'est important aussi, par exemple, on a beaucoup parlé de ces boîtes qui faisaient justement du sur-mesure pour de la colocation, par exemple, d'avoir des sanitaires dans chacune des chambres, etc. Est-ce que ça peut être un petit plus aussi Oui, c'est quelque chose qui est très important, et quand on investit dans un bien à direction de la colocation, il faut essayer d'investir dans un bien dans lequel on va pouvoir faire des travaux, et justement ces travaux vont nous permettre d'adapter le bien à la colocation. En effet, il faut essayer de proposer des chambres qui soient pas trop petites, c'est quand même un lieu de vie pour chaque colocataire, donc généralement il faut essayer de tourner aux alentours de 14 mètres carrés, pas un petit clapier de 9 mètres carrés. Il faut essayer aussi, quand c'est possible, d'avoir une salle de bain et puis des WC qui sont attenants à la chambre. C'est pas toujours possible, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a l'intérêt des travaux, c'est de pouvoir amener les fluides et puis envisager les évacuations à l'intérieur de l'appartement. Bon, est-ce qu'il y a une méthode à recommander pour nos auditeurs, téléspectateurs, les particuliers qui souhaitent se protéger d'éventuels risques malgré tout liés à la colocation? Est-ce qu'il y a un type de bail à privilégier, par exemple? Alors tout à l'heure, on parlait de la loi Allure. C'est vrai que la loi Allure nous a apporté un cadre, on va dire, juridique par rapport à tout ça. Effectivement, il y a, pour faire simple, 3 manières en fait de signer un bail avec des colocataires. Oui. La première méthode, le premier bail, c'est on signe un bail avec tous les colocataires. C'est ce qu'on voit assez largement. Ça permet en fait d'introduire dans ce bail la clause de relocation et la clause solidaire. La clause relocation, c'est les conditions que va mettre en place le bailleur pour retrouver un locataire. Et puis la clause de solidaire, c'est effectivement la possibilité pour le bailleur de se retourner vers les colocataires restants si un des colocataires est défaillant en termes de paiement. Ça, c'est le premier. Vous recommandez ça ou pas ? En fait, ça dépend de ce qu'on souhaite faire comme type de colocation. D'accord. Je recommande ça, en fait, si on est plutôt sur des actifs, sur des jeunes actifs. Okay. En revanche, la deuxième solution, c'est un bail par colocataire. Cette solution, on la privilégie plus pour les étudiants. Ça permet en fait de gérer chaque individu différemment, avec des entrées et des sorties à des dates différentes et des moments de paiement différents. Donc ça, c'est très adapté aux étudiants. Et ensuite, il y a la troisième méthode qui est assez peu utilisée, c'est avoir un seul colocataire avec en dessous des sous-locataires. Donc dans ce cas-là, en fait, généralement, le bailleur n'est pas très attiré par ce type de bail, puisqu'en fait, il n'a qu'un seul interlocuteur et il ne bénéficie pas justement de l'effet de diminution du risque avec la diversité sur les différents colocataires. Juste la fiscalité, est-ce qu'elle est plus attractive quand on fait de la colocation que de la location avec un seul locataire? Est-ce qu'il y a une carotte fiscale pour doper le rendement? Pas réellement. La fiscalité, c'est exactement la même que celle d'un meublé classique. Donc c'est le loueur meublé non professionnel, pour lequel vous allez avoir la possibilité d'amortir la valeur du bien ou de déduire les frais inhérents à l'exploitation du bien. Donc dans ce cas-là, c'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Voilà. Après, ça dépend aussi ce que vous optez, c'est-à-dire selon votre situation personnelle. Est-ce que vous optez pour le micro-foncier, donc avec le forfait, ou bien est-ce que vous êtes au régime réel? Généralement, 85% des cas, on est au régime réel. Et ensuite, au niveau des taxes,
Ça, c'est aussi assez classique. La taxe foncière est à la charge du bailleur et la taxe d'habitation est à la charge des colocs. Bon, ça se trouve facilement des biens à mettre en colocation ou il y a des sites internet spécialisés? Alors, jusqu'alors, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt les réseaux classiques qu'il fallait utiliser pour trouver le bien, en privilégiant effectivement un bien dans lequel il y a des travaux, comme j'ai dit, pour pouvoir aménager à la colocation. Pour autant, il y a quand même apparition de quelques sites qui proposent des solutions clés en main, qui vont de la recherche du bien jusqu'à la maîtrise d'œuvre sur les travaux et jusqu'à la gestion locative. Ça existe. Et donc le rendement, vous n'avez pas donné de chiffre, vous pouvez donner une fourchette quand même? On peut espérer entre 6 et 10%. De rendement? Oui. Ah bah oui, c'est quand même mieux qu'en location classique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler des avantages de la colocation. Donc Gaëtan Lefebvre pour construire sa retraite.com et co-auteur de ce livre Immobilier Investir Malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. À bientôt. Marie Cœur de Roi, avec qui il ne faut jamais prendre de colocation, Marie. Jamais. Déjà travailler avec elle, c'est du boulot. On se retrouve demain, Marie? À demain. Pour de nouvelles aventures. À demain.